Bien, mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver à l'occasion de ce dernier conseil municipal du mandat. J'imagine que pour bon nombre d'entre nous, c'est un moment un peu émouvant qui va clore ces 6 années pour certains, voire parfois plus pour d'autres au sein de cette belle assemblée. Donc je vous souhaite à toutes et tous un très bon conseil municipal. Je vais laisser la parole à Charles Langlard pour vérifier que le quorum est bien atteint, qu'on puisse valablement délibérer. Merci, monsieur le maire. Legrand Jean-François. Présent. Neuvejance Evelyne. Présent. Bafkop Laurent. Présent. Berker Anne-Sophie. Knokar Léon. Présent. Vanout Cathy. Présent. Carpentier Louis. Présent. Donte Margot. Présent. Dissot David. Morel Régine. Présente. Gombert Frédéric. Présent. Delodic Patricia. Présente. Delayen Sylvain. Présent. Bardel Marie-Laure. Présente. Provost Jean-Marc. Grosso Lorenza. Présent. Pelé Alex. Présent. Valenton Françoise. Présent. Gendouze Ossine. Beau Dominique. Saufré Pierre. Présent. Thierry Chantal. Présente. Blondel Jean-Michel. Présente. Béclin Martine. Présente. Delannoy Philippe. Pouvoir. Mignot Christine. Présent. Langlard Charles. Présent. Lefebvre Anne-Marie. Présent. Merci, monsieur Langlard. Donc, le quorum est valablement atteint. Nous pouvons donc ce soir délibérer en toute sérénité. Je voudrais également remercier celles et ceux qui nous suivent au sein de ce conseil municipal. On est nombreux, certainement plus nombreux qu'à l'accoutumée. Et puis également remercier celles et ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre aussi derrière leur écran. C'est une habitude depuis la période Covid maintenant de pouvoir diffuser nos conseils municipaux. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le visionner à la fois en direct, mais aussi en replay et de manière de plus en plus massive. Merci à vous de suivre ces débats démocratiques. Propose en préambule d'approuver le procès-verbal de notre précédent conseil, donc la réunion du conseil municipal qui a eu lieu le 24 novembre 2025. Vous avez été toutes et tous destinataires donc, de ce procès-verbal de réunion. Y a-t-il des remarques, des oublis, des suggestions ? Non. Alors adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons, avant de passer à la partie délibérative de notre conseil, un certain nombre d'informations à vous passer. D'abord, ce qu'on appelle un AMI biodiversité en commun, et pour ce faire, je vais laisser la parole à Margot Legrand, soin de vous le présenter. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, la commune d'Oupline a candidaté à un appel à manifestation d'intérêt, donc biodiversité en commun, construire ensemble des dynamiques collectives en faveur de la biodiversité et de la résilience des territoires. Donc nous avons candidaté et du coup il y aura 4 communes retenues, donc c'est ce dont on espère pour Oupline. Et du coup c'est un AMI qui a été lancé par l'Agence régionale de la biodiversité Hauts-de-France, qui a pour objectif du coup de nous proposer un accompagnement dans la conception et la mise en dynamique collective des projets en faveur de la biodiversité durant une période allant de 2 à 3 ans. Donc la nature de cet accompagnement, c'est bien de mobiliser les élus et l'ensemble des services de la collectivité, d'animer et d'impliquer les acteurs locaux, donc les habitants, les entreprises, les associations du territoire ouplinois, et de co-construire un projet ou programme d'action adapté aux enjeux du territoire. Donc on a beaucoup de ressources sur le territoire ouplinois, des espaces à potentiel écologique important, porteurs d'enjeux forts en matière de reconnexion des tissus urbains, agricoles et naturels, notamment la zone humide pré-entre-deux-eaux, les friches industrielles en reconversion actuellement et les nombreuses zones agricoles. Des moyens humains aussi avec la direction des transitions, le service urbanisme aménagement, la voirie, les espaces verts. Donc voilà autant de ressources pour mener à bien ce projet. Et bien sûr des partenaires, l'AMEL,
notre chargée de mission en développement durable, Agathe Lalou, et les voies navigables de France. Et du coup, déjà des actions menées sur le sujet de la biodiversité, notamment la végétalisation des façades, le corridor écologique, l'observatoire ornithologique suite à notre budget participatif, merci, et d'autres actions sur les projets, notamment des franges industrielles. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est d'être retenu pour cette AMI, pour pouvoir nous faire accompagner sur la biodiversité au sein de la commune d'Oupline. Merci. Y a-t-il des remarques là-dessus, non? Alors c'est un AMI, comme tout appel, manifestation d'intérêt, on espère être retenu, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas forcément évident, on sera certainement nombreux et nombreux à y candidater. Vous voulez dire que c'est la suite logique de tout ce que l'on mène depuis maintenant quelques années, notamment le plan REF 3 qu'on avait mené avec la région en tout début des réflexions sur les friches industrielles, notamment sur la partie gestion transitoire après la démolition d'Aco et Colombier. Et puis on travaille aussi depuis plusieurs années, n'est-ce pas Margot, avec un outil de ville en transition, c'est un outil qui est piloté notamment par la ville de l'Homme, et auquel on s'associe et on reçoit, je ne sais plus, il y a 14, 15, 20 communes qui participent à ces villes en transition, Armentières, Prémec, des grandes, des petites villes, Oupline en l'occurrence, et qui nous permettent de faire partage d'expériences et d'échanger les uns et les autres sur justement cette impérieuse nécessité que nous avons à réfléchir différemment sur tout sujet qui impacte l'aménagement de notre commune. Voilà, alors on croise les doigts et puis on espère être retenu par l'Agence régionale de la biodiversité Hauts-de-France. Autre point d'information en ce conseil municipal qui nous semblait intéressant, c'est de faire le point d'étape sur l'objectif centralité. C'est un AMI auquel nous avons également répondu et je vais laisser le soin donc à Frédéric Gombert, qui est notre conseiller délégué en charge donc, de l'activité économique notamment et du commerce, de vous le présenter. Monsieur le maire, chers collègues, merci de me donner la parole. J'aimerais donc vous faire un point d'étape sur l'AMI Objectif Centralité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt proposé par la métropole européenne de Lille, un cadre partenarial qui vise notamment à concentrer les interventions et conjuguer les ressources et savoir-faire des acteurs et partenaires locaux autour de l'initiative communale, afin d'apporter une réponse la plus complète possible aux enjeux de revitalisation et de consolidation des centralités commerciales. À partir d'une stratégie partagée, il s'agit de soutenir des projets en capacité d'installer durablement une offre de services adaptée aux besoins des habitants, en contribuant ainsi à la qualité de vie et à l'animation des centres-villes. Pour rappel, sur notre commune, nous l'oublions parfois, il y a actuellement en activité 22 commerces, 3 pharmacies, 2 commerces ambulants et 2 projets en cours. Parmi ces commerces, il y a 3 commerces multirayons qui couvrent une grande partie de nos besoins. Ils sont situés de façon à couvrir la totalité de la commune. Il s'agit de Aldi, Super U et Coxy Market. Dans ce contexte, afin de dynamiser notre offre commerciale actuelle, nous avons besoin de conforter les commerces existants, d'apporter des initiatives, mais également besoin d'implanter des commerces spécialisés qui répondent non seulement à nos besoins particuliers, mais également qui soient en adéquation avec nos nouveaux modes de consommation. Ce défi peut paraître compliqué. Un commerce non adapté ne pourrait être pérenne. Nous avons donc besoin d'aider et d'être aidés sur ce sujet, de faire des sondages, des études, des diagnostics de territoire, d'étudier la concurrence, la zone de non-concurrence, d'étudier la démographie, la zone de chalandise. Et pour ce faire, en 2024, nous avons fait une demande d'adhésion à l'AMI Objectif Centralité, pour redynamiser justement le développement économique de notre commune. Au regard du dossier déposé et composé de nombreuses pièces, de la justification de la réelle motivation de la commune pour redynamiser le commerce de proximité, cette demande a été acceptée dans la foulée.
Il faut noter que seulement 29 communes ont pu adhérer à l'AMI, à l'appel à manifestation d'intérêt, sur les 95 communes que compose l'AMEL. Il est à noter également que nous avons expressément demandé que le dispositif nous permette de travailler sur 2 centralités, le quartier de la place de la République et le quartier Faidherbe. Ces 2 quartiers seront traités exactement de la même façon, mais il fallait les référencer séparément de par leur localisation. En effet, l'AMI, en général, n'apporte d'aide de redynamisation que sur une petite partie d'une commune, ce qu'elle appelle une centralité. Il nous a paru, pour nous, important de travailler sur la totalité de la ville et pas seulement autour de la place de la République. Devant notre argumentaire, notre inventaire précis de la situation, ces 2 centralités ont été exceptionnellement prises en compte. Seules 5 communes de la MEL bénéficient de ce traitement exceptionnel. Voici la présentation faite du fonctionnement de l'AMI. Maintenant, les différentes étapes effectuées jusqu'à présent par la municipalité en place. En 2024, nous avons donc fait notre demande d'adhésion en présentant un projet de candidature. La même année, cette demande d'adhésion a été acceptée au regard de notre motivation. En 2025, il y a eu la création d'un comité de pilotage. En 2025 encore, des diagnostics en marchant avec les institutions, donc la métropole européenne de Lille, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers de l'artisanat et un bureau d'études, le cabinet Albert et Associés de Ronchin. En 2025, de nombreuses réunions avec les institutions ont eu lieu et également un sondage auprès des Ouplinois. Pour rappel, voici quelques conclusions de ce sondage. 97% des Ouplinois fréquentent leur commerce de proximité. 54% des Ouplinois fréquentent les commerces plusieurs fois par semaine. Nous remarquons, à la suite de ce sondage, 2 polarités qui bénéficient de cette fréquentation commerciale élevée, ce dont je parlais tout à l'heure, donc le quartier de la République et le quartier Faidherbe. Une priorisation dans les actions à mener s'oriente donc maintenant vers la place côté, s'oriente sur le côté place de la République. Les actions qui ont été jugées prioritaires par les Ouplinois à mener pour le centre-ville sont la diversité commerciale, la lutte contre la vacance, la propreté des espaces publics et également le stationnement. Il y a moins d'un mois, fin janvier, début février, nous avons pu avoir une restitution des études d'implantation de nouveaux commerces par le biais d'un rapport prenant en compte beaucoup de critères. La situation géographique, les réseaux routiers, les transports en commun, les moyens de déplacement domicile-travail, la densité de population, les classes d'âge, les catégories socio-professionnelles, la composition des ménages, etc. Il nous a été proposé plusieurs pistes d'activité en tenant compte des souhaits formulés par l'enquête consommateur officielle et réalisée par le bureau d'études Albert et Associés. En fonction du potentiel ouplinois mesuré avec ou sans concurrence directe à l'intérieur de la commune, mais également de façon limitrophe, nous avons sélectionné 4 pistes d'activité pertinentes à envisager dans le cadre de futures implantations sur notre commune. Il s'agit d'une boulangerie-pâtisserie, d'une boucherie-charcuterie-traiteur, d'un opticien et audition et d'un commerce d'articles de sport spécialisés au regard de nos nombreuses associations sportives et notre localisation à proximité des trames vertes et bleues. Ces 4 études d'implantation ont été effectuées et prises en charge financièrement en totalité par l'AMI. Elles correspondent à une bonne partie du business plan qu'un porteur de projet doit fournir. Elles sont également des pistes sur l'attractivité de certains secteurs commerciaux au sein de notre commune. Grâce à cette AMI, les porteurs de projets ne seront pas seuls et auront des appuis techniques, administratifs et dans certains cas financiers pour ouvrir un commerce de proximité sur la commune. Il y a encore beaucoup de travail et tout cela prend du temps, notamment avec les propriétaires privés de locaux commerciaux vacants disponibles. Comme vous le pouvez constater, nous avons depuis longtemps entamé des démarches pour conforter et redynamiser les commerces de proximité et avec l'aide de cette AMI, nous aiderons les porteurs de projets qui croient au développement économique de la commune. La redynamisation économique de notre ville se poursuit. Merci. Voilà, c'était le point sur cette AMI. Merci. Pas de remarque particulière, c'était très clair. Monsieur Gombert, merci. Je propose donc de passer au projet de délibération.
avec une première délibération donc, qui vous est proposée ce soir sur l'item Affaires générales. Il s'agit de mettre en place un partenariat dit éco-responsable avec l'association Le Triporteur à Cartouche pour la collecte des consommables d'impression. Donc, comme vous le voyez, cette association doit assurer en tout cas la collecte sélective de cartouches d'impression usagées, jets d'encre, laser, en vue de valorisation et de traitement dans le respect des normes environnementales. Ce partenariat donc nous engage, et la commune et l'association en question. Alors pour l'association, pour TAC, c'est la fourniture des contenants, l'organisation logistique et le ramassage des cartouches en question qui seront collectées. Et pour la ville, c'est la mise en place de points de collecte, la communication auprès des usagers et la désignation d'un référent pour le suivi de l'opération. Bon, là également, je pense que c'est un bon partenariat à mettre en place. Nous avons au sein de la commune, rien que dans nos bâtiments administratifs, voilà, un certain nombre de lots de cartouches, de jets d'encre qui sont déjà dans des circuits de valorisation. Mais là, ça permettra de massifier, de le proposer également à nos habitants pour permettre justement d'avoir des lieux à la fois de collecte et d'apporter notre également touche environnementale et permettre que ces cartouches ne finissent pas dans les bacs à déchets notamment. Pas de remarques particulières sur cette convention, donc elle est annexée à la proposition de délibération. Je pense qu'elle est claire, pas de souci là-dessus. Unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération sous cet item Affaires générales. C'est une convention qui vise à... En fait, c'est une suite logique sur un partenariat que nous avons depuis de nombreuses années avec l'IME Jean Lombard. Depuis, d'aussi loin que je m'en souvienne, en tout cas de mes souvenirs d'élus, nous travaillons avec l'IME Jean Lombard sur des partenariats, notamment d'inclusion, en accueillant de manière assez régulière des jeunes au sein de nos services. Nous travaillons également à l'inclusion au sein de nos écoles. C'est déjà arrivé par le passé d'avoir une classe même inclusive au sein de l'école du Bourg à l'époque. Et donc, nous avons souhaité, je dirais, écrire ce que nous faisons de manière, j'allais dire, intuitive et logique, et donc d'avoir cette convention, ce partenariat en tout cas, qui engage à la fois la ville et l'IME en question. Donc on continuera bien évidemment à accueillir des stagiaires, des alternants, des apprentis avec une forte volonté, et de plus en plus marquée d'ailleurs de l'IME, d'ouvrir ses portes vers l'extérieur pour permettre l'inclusion des jeunes, parce que vous savez certainement qu'après 16 ans, forcément, il faut trouver des solutions en sortie. Sur ces modalités de partenariat, les jeunes en question donc, seront intégrés dans nos espaces naturels, notamment avec des éducateurs de l'IME, ils ne sont pas lâchés comme ça sur place, et puis surtout avec un encadrement de nos agents municipaux qui transmettront aussi le savoir-faire, en tout cas, de leur métier. L'IME se propose de mettre à disposition, et c'est aussi l'objet d'un partenariat, c'est qu'il soit gagnant-gagnant, entre guillemets. Il l'est déjà, rien qu'en accueillant bien évidemment en inclusion ces jeunes, il est déjà gagnant pour la collectivité, mais de mettre aussi à disposition une serre, notamment, qui est au cœur de l'IME, pour des projets en commun, et notamment pour des plantations qui pourraient servir après sur notre commune. Et puis aussi, il y a l'aspect de sensibilisation des agents municipaux face au handicap. Ce n'est pas toujours évident de savoir comment réagir parfois devant des enfants qui sont porteurs de handicap, et permettre justement de sensibiliser nos agents, c'est aussi, je dirais, un devoir de la collectivité. Donc en finalité, vous le voyez, l'idée d'inclusion, de préparation à la sortie de l'IME avec un caractère d'insertion, la construction pour ces jeunes d'un projet professionnel, c'est-à-dire qu'ils pourront effectivement, après par la suite, peut-être avoir une vision un peu plus éclairée de ce qu'ils souhaiteront faire et vers quoi se diriger professionnellement par la suite. Et puis surtout de développer des compétences en conditions réelles, parce qu'effectivement, au sein de l'IME, qui est un lieu protégé, les conditions ne sont pas toujours les conditions du monde du travail, et donc être confronté à ces conditions réelles est aussi important, en tout cas pour ce partenariat avec l'IME. Donc j'imagine que aisément vous accepterez que l'on puisse conventionner donc avec cet établissement, encore une fois dans une logique d'écrire ce que l'on fait déjà depuis de nombreuses années.
Pas de questions là-dessus, pas de remarques, ça vous convient. Je vous remercie. Allez, nous passons à la partie que nous attendons tous, la partie finance. C'est le gros du morceau de ce soir, puisque nous sommes en période budgétaire et nous commençons effectivement cette période budgétaire par ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire. Il est d'usage aussi également de voter le compte administratif à l'occasion de ce conseil municipal. Ce ne sera pas possible aujourd'hui, non pas parce que nous ne sommes pas prêts, le compte administratif est prêt au centime près, c'est le cas de le dire, mais la trésorerie ne nous a toujours pas fourni, pour des raisons techniques aujourd'hui, de problématiques informatiques qu'ils ont pu avoir ces dernières semaines, ce qu'on appelle les comptes de gestion et qui nous permettent donc de valider le compte administratif. Sans compte de gestion, pas de validation du compte administratif. Donc je vous propose ce soir de refaire ce qu'on appelle une reprise anticipée du résultat 2025 et une prévision d'affectation sur l'exercice 2026 avec des résultats de dépenses en fonctionnement, en investissement, en recettes de fonctionnement et en recettes d'investissement qu'on devra conforter une fois que nous aurons eu ces fameux comptes de gestion, mais je ne doute pas qu'au centime près, nous soyons bien évidemment dans les clous. Pour ces dépenses de fonctionnement estimées d'abord sur les résultats de la section de fonctionnement, vous voyez que nous avons des dépenses à hauteur de 6 094 498 € et 70 centimes pour des recettes de fonctionnement à hauteur de 6 883 924 € et 40 centimes. Ça nous fait donc un résultat de fonctionnement estimé donc, pour cette année 2025 de 789 425 et 70 centimes. Pour affecter les résultats, nous devons y ajouter les résultats de fonctionnement reportés de l'année N-1, donc de l'année 2024, qui était à hauteur de 519 509,57, ce qui nous fait un résultat estimé repris, donc au global, d'1 308 935 € et 27 centimes. Il vous est donc proposé, comme chaque année, de reporter en 2026, à l'article 002, l'excédent de fonctionnement reporté, donc la somme de 536 802,81 €, et de reporter à l'article 1068, donc du futur budget primitif 2026, l'excédent de fonctionnement capitalisé, cette fois-ci de 772 132,46 €. Une délibération technique qui nous permettra donc de travailler sur le BP 2026. Qui permettra à la future équipe municipale d'ailleurs de travailler sur le BP 2026. Pas de remarques particulières là-dessus. On continue sur cette reprise anticipée de résultats, cette fois-ci sur la section d'investissement, donc en dépenses d'investissement estimées pour 2025 à hauteur de 620 585 € et 66 centimes, des recettes d'investissement estimées à 593 044 et 58 centimes, et donc un résultat d'investissement de moins 27 541,08. L'excédent de fonctionnement capitalisé au 1068 est de 587 748. Les restes à réaliser en dépenses sont de 14 069,19. Pas de reste à réaliser en recettes. Et puis donc un résultat d'investissement reporté de l'année N-1 de 2024 de moins 729 159,88. Et donc un besoin total de financement sur cette section d'investissement de 183 022,14. Il vous est donc proposé de reporter, donc hors rare, donc reste à réaliser en 2026 à l'article 001, le déficit d'investissement reporté, la somme de 183 022,14 centimes. C'est clair pour tout le monde. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont donc favorables à ces reprises anticipées de résultats? Unanimité, je vous remercie. Nous passons donc au rapport d'orientation budgétaire. Le rapport d'orientation budgétaire, c'est un rapport qui vous est donné afin de permettre d'avoir une vision globale à la fois des finances de la commune, du contexte économique national, voire international, puisqu'il y a toujours un effet domino et les communes ne sont pas déconnectées du monde qui les entoure. Et puis surtout, ce rapport d'orientation budgétaire permet d'informer l'ensemble des conseillers municipaux sur l'évolution potentielle
des finances communales et donc de pouvoir, in fine, voter en tout état de cause un budget primitif, ici en l'occurrence 2026, en s'appuyant sur ce rapport d'orientation budgétaire. Il sert aussi à faire des plans pluriannuels d'investissement que nous ne ferons pas ce soir, par respect républicain, c'est notre dernier conseil du mandat, et on laissera donc à la future équipe municipale le soin de faire ses propres choix pluriannuels. On est ici dans une fin de mandat. Alors pour ce faire, nous commençons toujours par des données dites macro, c'est-à-dire des données économiques budgétaires nationales, parce que, encore une fois, on s'inscrit dans un contexte. Les communes ne sont pas déconnectées de ces données économiques, loin s'en faut, elles sont même impactées de façon plus ou moins directe. Alors ces données, quelques chiffres à avoir en tête. D'abord, c'est la prévision de croissance qui est établie à 1%. Donc, vous voyez, une prévision de croissance très prudente qui a été donc actée dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances 2026. Si on s'en réfère aux prévisions d'inflation qui sont à 1,3%, on voit que l'inflation est plus importante que le taux de croissance. Donc ça donne déjà un peu le ton de ce plan de finances de 2026. 118% du produit intérieur brut, donc ça c'est le taux d'endettement pour 2026, contre 116% en 2025, ce sont là des prévisions. Et puis un déficit public dont l'État espère le rapporter à 4,7% en 2026. Il a été à hauteur de 5,3% en 2025. Vous avez donc sur vos écrans les graphiques qui illustrent à la fois le taux d'inflation, c'est le graphique du bas, et la croissance potentielle meilleure qu'attendue en 2025, mais tout ça reste très fragile. Dans ce projet de loi de finances, il y a alors des mesures qui sont prises pour les entreprises, pour les particuliers et aussi pour les collectivités. Et c'est ce qui nous intéresse à l'occasion de ce conseil municipal, avec un effort réclamé aux collectivités d'environ 2 milliards d'euros. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, vous vous souvenez que l'année dernière, à la même époque, on avait évoqué qu'à l'occasion de ce projet de loi de finances 2025, l'État demandait un effort de 2,2 milliards d'euros aux collectivités. Bien évidemment, tout ça s'additionne. Ça veut dire que c'était 2,2 milliards d'euros en 2025, ce sera plus 2 milliards en 2026, qui feront peser, là encore, le poids sur les collectivités. Si on se dit que les communes ne sont pas impactées directement, ça n'est pas faux, mais les collectivités qui seront directement impactées par ces 2 milliards, c'est la région, c'est le département, et ce sont les EPCI, nous en l'occurrence, c'est la métropole européenne de Lille. Donc qui dit un impact sur ces 3 instances qui nous financent aussi également, dit forcément un impact à l'arrivée sur la commune, puisqu'on est le dernier maillon de la chaîne. Il est prévu dans ce projet de loi de finances 2026 que la dotation globale de fonctionnement, qui est une dotation d'État, soit en gros gelée. Alors, c'est pas expliqué comme ça, mais quand on dit elle n'est ni baissée ni valorisée, c'est un gel de dotation. Je ne vois pas comment on peut l'appeler différemment. Et puis, ce qui est très inquiétant d'ailleurs sur la suite de capacité d'investissement que nous aurons dans l'année, voire les années à venir, c'est que l'effort va être également demandé, notamment sur des dotations dites de subvention, en fait. Alors, sur la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, qui est une subvention que les communes vont chercher pour leurs équipements, sur le SDIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local, qui avait été relancée par France Finance et qui aujourd'hui font comme peau de chagrin. Et puis sur des dotations politiques de la ville, alors la ville n'est pas directement concernée parce que trop petit et elle ne bénéficie pas de ces moyens de politique de la ville, mais qui vont impacter des villes un peu plus importantes qui étaient justement en politique de la ville. Il est clairement indiqué dans la loi de finances que cette DETR, ce DSIL et ce DPV seront les variables d'ajustement pour 2026. Donc on ne touche pas la DGF, mais on ira chercher peu de subventions. Ce qui est aussi assez conséquent à faire remarquer, ce sont les fonds verts. Vous vous souvenez que on avait
l'État avait développé ces fonds verts pour permettre aux communes notamment d'opérer leur transition à la fois énergétique, leur transition écologique, avec des moyens qui étaient importants, puisqu'en 2024 c'était 2,2 milliards d'euros. Et bien pour 2026, ce sera 860 millions d'euros, donc 2 milliards 860 millions d'euros, avec un passage en 2025 d'1,1 milliard. Donc ce fonds vert, là également, il a fondu comme neige au soleil, et là également, où on a été, et fort heureusement d'ailleurs, précurseur, et en tout cas on est allé les chercher tout de suite en 2024-25 quand on a refait notre éclairage public en passage complètement à LED, et on a pu bénéficier de ces fonds verts. Il est évident qu'à l'avenir ça va être beaucoup plus difficile en tout cas d'aller les chercher, et qu'il va falloir se battre en tout cas pour obtenir au moins sur le mandat une fois ces subventions en l'occurrence. Et puis un petit hochet, ce que j'appelle le hochet pour les maires, qui est la prime régalienne, qui a été accordée suite au mécontentement des maires, notamment via l'Association des maires de France. Vous avez vu que de nombreux maires avaient démissionné au cours de ce mandat. Il y a encore des communes d'ailleurs sans liste aujourd'hui, donc ce qui pose quand même problème sur la représentation démocratique. Et donc le petit hochet pour les maires, c'est la prime, ce que l'État appelle la prime régalienne, de 500 € net par an, qui est destinée à compenser le temps passé par les maires en tant qu'agents de l'État, puisqu'ils se substituent très souvent en tant qu'agents de l'État. Alors je vous le dis très clairement, cette prime régalienne ne va pas directement dans la poche du maire, mais est versée aux communes qui en feront l'usage, qui souhaiteront en faire après par rapport au budget primitif. Mais bon, on les prend, ces 500 € net par an. Voilà donc pour le point un peu macro de la loi de finances. On a besoin maintenant de regarder un peu de plus près nos résultats de budget 2025, puisque c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour effectivement faire des prospectives sur les années à venir et plus proches de nous sur 2026. Alors tout d'abord, le compte administratif 2025 qui est toujours provisoire, qui devrait s'afficher, qui va s'afficher, qui devrait s'afficher, voilà. Que vous avez donc sous les yeux. C'est un condensé du budget de la commune. Vous voyez ce que j'avais déjà annoncé sur les restes, sur les affectations de résultats. Un total de dépenses de 6 094 000 avec un total de recettes de 6 883 924,40 €, ce qui nous fait un résultat d'exercice en fonctionnement de 789 425,70 €. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux. Mais on voit bien que le contexte n'est pas simple. L'année dernière, à pareille époque, on était à un peu plus de 545 000 de mémoire. On devait être à peu près dans ces eaux-là sur le résultat d'exercice de fonctionnement. Donc, les efforts, en tout cas, en termes de maintien du budget ont payé. Mais vous allez voir que les marges de manœuvre restent délicates. En section d'investissement, on fait le même exercice, donc 620 585,66 € de dépenses d'investissement réalisées pour un total de recettes, je vous l'ai dit précédemment, de 593 044,58 €, ce qui fait donc un exercice négatif en investissement de moins 27 541,08 €. Là également, un gros effort a été fait pour maintenir en tout cas cette section d'investissement. L'année dernière, le déficit était bien plus marqué et bien plus important. Le but étant effectivement de finir le mandat non seulement proprement, mais de pouvoir permettre d'avoir quelques marges de manœuvre pour le mandat qui va suivre. Ça nous fait un résultat total du budget 2025 de 761 884,62 €. C'est ce fameux résultat que nous avons partagé tout à l'heure dans l'affectation des résultats pour le BP 2026. Alors on va un peu de détail, mais je vous rassure, pas aller très très loin dans le détail du budget, simplement pour bien comprendre les différentes articulations. Tout d'abord sur les recettes de fonctionnement. Ce sont des recettes qui sont en légère baisse, vous voyez, un peu moins de 5% par rapport à 24, donc un peu moins de recettes. Pour être tout à fait honnête et transparent, nous avions eu en 2024 ce qu'on appelle des ventes exceptionnelles, puisque ceux qui ont un peu de mémoire se souviennent que nous avons vendu la cellule
du magasin Aldi à hauteur de 250 000 euros. Alors ces 250 000 euros sont entrés dans les recettes de fonctionnement 24, puis ont été transférés en investissement. Et donc ce delta explique aussi cela, hein, puisque après, en ce qui concerne les recettes des usagers, revenus des immeubles, ça reste extrêmement stable. En tout cas, il n'y a pas de baisse notable sur ces postes-là. Une petite évolution également sur le produit des impôts et taxes, hein, puisqu'il y a une valorisation, on le verra un peu plus tard, des bases locatives, hein, qui nous permettent justement de sortir ces recettes de fonctionnement. Mais vous voyez néanmoins, hein, un peu moins de 5% là ici d'évolution de recettes par rapport à l'an dernier. Toujours sur les recettes de fonctionnement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc vous avez ce qu'on appelle la fiscalité directe, c'est la taxe foncière. On n'a plus que cette taxe-là aujourd'hui sur la commune, hein, les 4 vieilles taxes communales, et il en reste une. Donc je vous l'ai dit, avec une revalorisation physique des bases par rapport à la loi de finances de 2025, et c'est un montant de 3 520 000 pour la commune. Des droits de mutation qui sont en hausse depuis maintenant 2023. En 2023, on devait être à hauteur de 175 000 euros. On voit une forme de dynamisme, en tout cas sur les ventes de la commune, puisqu'on arrive aujourd'hui à 286 912 et on retrouve, je dirais, des droits de mutation à hauteur de ce qu'on a pu connaître par le passé. 114 600 euros, c'est la taxe sur la consommation finale d'électricité. C'est une taxe qui est, somme toute, assez stable. Quelques chiffres également sur la droite de ce slide, hein, une population légale qui augmente. Et ça, c'est la bonne nouvelle, hein. On est dans une commune dynamique. Si on a un dynamisme sur les droits de mutation, ça transparaît aussi sur nos habitants, puisque nous étions 8020 habitants l'année dernière, nous sommes 8030. Donc vous voyez, ce n'est pas une augmentation importante, mais c'est une augmentation quand même dans un pays où la démographie a plutôt tendance à baisser qu'à augmenter. Dotation globale de fonctionnement à hauteur de 745 000 euros, c'est stable. Une DNP, une dotation de péréquation à près de 200 000 euros, là également. Ce qui est notable, c'est la DSR, c'est une dotation de solidarité rurale qui est plutôt bénéfique pour la commune. C'est une dotation qui est, oui, on peut dire qui est dynamique, hein, puisque est en progression constante, hein, depuis que cette dotation a été créée. On devait être aux alentours de, là encore je le dis de mémoire, mais aux alentours de 114 115 000 euros en début de création de cette DSR. Aujourd'hui, on est passé à 437 129. Donc c'est quand même une belle dynamique, et il faut reconnaître ici les efforts constants de cette dotation de solidarité. Un fonds de péréquation qui est le SPIC à 143 000 euros, c'est assez stable aussi. Et puis les participations de la CAF à hauteur de 166 000 euros, 248, qui financent nos actions envers la petite enfance et l'enfance. Et le département du Nord qui nous alloue 19 900 euros, non pas pour nos beaux yeux, mais simplement pour la location de la salle Gérard Dufour. On appelle souvent cette salle communément la salle du collège, mais c'est une salle communale, hein, que nous entretenons et que nous louons donc au département pour que les collégiens puissent effectivement avoir leur séance de sport. Et enfin, sur les recettes de fonctionnement, pour terminer là-dessus, on a ce qu'on appelle les dotations métropolitaines. Elles sont au nombre de 2. Elles sont régulières, parfois gravées dans le marbre. C'est le cas d'attribution de compensation. C'est l'ex-taxe professionnelle qui avait été calculée en 2001, donc à l'époque où on subissait pleinement la crise du textile, où nous n'avions pas encore notre parc d'activité. Et nous sommes quelques communes, de plus en plus nombreuses, à réclamer effectivement un nouveau calcul de cette attribution de compensation, puisqu'on a fait des efforts en matière économique, hein, notamment sur la création du parc d'activité, pour qu'on puisse revoir cette attribution de compensation. Mais pour ce faire, il faut plus de 2/3 de l'Assemblée de l'AMEL, et vous savez bien que les communes qui perçoivent des grosses contributions de compensation ne voient pas d'un bon œil le fait, puisque c'est un principe de vase communicant, hein, de devoir laisser en tout cas parfois quelques milliers d'euros pour permettre à d'autres de rattraper un niveau qui est plus en adéquation avec l'économie de leur commune. C'est comme ça.
Et puis vous avez une dotation de solidarité communautaire qui est un outil de péréquation, c'est souvent ce que j'appelle le principe de Robin des Bois, où on prend aux communes riches pour donner aux communes pauvres, hein. Donc c'est le principe de la péréquation, et en 2025 la commune a perçu 127 800 €. Là encore, hein, c'est une dotation qui est assez régulière et assez stable d'année en année, puisque la physionomie des communes de la MEL ne change pas beaucoup, hein. Les communes riches restent riches, les communes pauvres restent pauvres, et puis ce principe de péréquation perdure dans le temps. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Est-ce que c'est assez clair? Je propose de passer aux dépenses de fonctionnement. Alors ça, c'est plus facile à faire, hein, dépenser, que d'aller chercher les recettes. Mais elles sont nécessaires, ces dépenses de fonctionnement, parce qu'effectivement, elles sont les services que l'on apporte à notre population. Alors ce sont des dépenses qui sont globalement un peu à la baisse, donc et fort heureusement, hein, vous avez vu les recettes à la baisse, heureusement que la tendance a suivi en termes de dépenses de fonctionnement, donc à hauteur de 4,35% par rapport à 2024, avec des charges à caractère général qui sont en faible hausse de 0,67%. C'est principalement dû aux efforts que nous avons faits, notamment pour transformer notre éclairage public, qui était un éclairage public dit classique, en LED. Je n'ose même pas imaginer les coûts que nous aurions aujourd'hui dans ces charges à caractère général si nous n'avions pas fait l'intégralité de ces travaux, qui étaient prévus sur 8 ans, on l'a fait en 2 ans, mais c'était nécessaire. Je vais vous donner un chiffre hein, pour vous donner une petite idée. En 2020, les charges à caractère général, c'était 1 236 000. 1 236 000. Les charges à caractère général, en 2025, c'est 1 647 744. Vous voyez ? Donc, j'ose même pas imaginer à quelle hauteur elles seraient aujourd'hui, ces charges à caractère, si nous n'avions pas effectué ces travaux. Ça reste lourd, ça reste très lourd, même si effectivement on a une baisse des coûts d'énergie par rapport aux années précédentes, on n'est absolument plus, et on ne reviendra plus, au niveau qu'on a pu connaître avant 2020. Les charges de personnel qui sont en hausse sous l'effet de ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité, hein, c'est des hausses assez classiques. Vous avez une masse salariale, elle évolue au fil du temps, ça ne veut pas dire qu'on embauche plus de personnel, hein, ça veut dire que c'est une évolution logique avec des charges qui augmentent à hauteur de ces augmentations. Et puis enfin, sur les dépenses, entre autres sur les dépenses de fonctionnement, nous avons ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante. Ce sont les subventions qu'on alloue aux associations à hauteur de 253 000 € sur 2025, au CCAS de 149 000 €. La participation à des organismes extérieurs qu'on a tendance parfois à oublier. On oublie parfois qu'on a des obligations aussi avec des organismes extérieurs comme la piscine Calicia par exemple. On oublie que la commune finance la piscine Calicia. C'est pas neutre. On est 5 communes à porter cet équipement intercommunal. C'est 173 676 € de subventions annuelles. Voilà. Sans compter que c'est une piscine vieillissante et que nous allons face à des travaux de confortement. Il faut l'avoir aussi en tête. Et puis également à la mission locale, au plan local d'insertion, les écoles privées, hein, ce qu'on appelle le forfait communal. Ce qui est notable, entre guillemets, hein, c'est la baisse de 30 000 € par rapport à 2025 sur des subventions que nous avions accordées à Habitat du Nord en soutien à la production de logements sociaux. Hein. Vous savez qu'on a une carence de logements locatifs sociaux et que donc on fait beaucoup d'efforts pour libérer du foncier. Ça prend parfois du temps, surtout quand il s'agit de reconversion de friches, entre la dépollution, parfois la découverte de zones humides. Tout ça prend du temps et donc, effectivement, on valorise également, plutôt que payer des pénalités, on valorise des subventions à des organismes pour permettre justement de sortir ces logements. Et puis enfin, sur les dépenses de fonctionnement, en tout cas notables, ce sont les intérêts d'emprunt, puisque vous savez qu'on rembourse le capital d'emprunt en investissement, mais les intérêts d'emprunt sont remboursés sur les dépenses de fonctionnement. Et là, on est sur 95 000 € pour l'année 2025. C'est bon pour vous sur les dépenses de fonctionnement. C'est un peu rapide, hein, mais vous avez un document complet si besoin, et puis je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions.
Nous passons à l'investissement. Donc, on a vu, hein, l'investissement ici est déficitaire sur l'année 2025. Alors, comment on constitue des recettes d'investissement? Il n'y a pas 36 000 solutions. D'abord, il y a ce qu'on appelle le FCTVA. C'est la TVA qu'on récupère l'année suivante en fonction du nombre de travaux que l'on a fait. Mais ce FCTVA qui était payé à hauteur de 16,4% jusqu'en 2025, il est désormais à hauteur de 14,83%. Ça veut dire que quels que soient les efforts qu'on peut faire en investissement, le FCTVA sera toujours moindre que ce qu'on a pu connaître aussi par le passé. C'est aussi quelque chose qu'on doit avoir en tête, hein, quand on évalue ces recettes d'investissement. Nous avons eu des fonds de concours de la métropole européenne de Lille pour des travaux de toiture à l'école primaire Jean Jacob, pour un audit énergétique de la salle des fêtes. Une subvention assez importante de l'Agence nationale du sport, qui est un reliquat notamment pour l'aménagement de la plaine de loisirs, hein, que nous avons terminé là, ici dernièrement, et nous avons perçu cette subvention, cette recette d'investissement en tout cas sur l'année 2025. Et puis ce qu'on appelle la redevance R2 d'électricité. Alors c'est une redevance que l'on perçoit au prorata des travaux que l'on peut faire sur le réseau électrique de la commune, sur notamment ce qui nous concerne plus particulièrement l'éclairage public. Chaque fois que vous faites des travaux d'amélioration d'éclairage public ou des travaux d'investissement en éclairage public, vous percevez une redevance, hein, qui est un pourcentage voilà, qui est calculé de manière un peu savante. Et pour l'année 2025, on a perçu 34 000 € en recettes d'investissement. Voilà, il n'y a pas eu d'emprunt, donc pas de recettes d'emprunt, etc. à vous donner sur ces recettes d'investissement. Sur les dépenses d'investissement, cette fois-ci, alors, ce qu'il faut toujours penser quand on a des dépenses d'investissement, c'est d'abord les parties, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut payer déjà, avant même d'avoir un programme d'investissement sur l'année. Il y a effectivement un certain nombre de marchés publics qui nous obligent, en termes de chauffage, d'éclairage public, etc., d'avoir certaines sommes qui sont contractuelles et qui impactent les dépenses d'investissement. On a les remboursements forcément du capital de la dette, les emprunts que nous avons pu faire, qui sont à rembourser également dans ces dépenses d'investissement. Et ça s'additionne avant même d'avoir fait une quelconque dépense, en tout cas réelle, hein, sur nos bâtiments par exemple. Donc le remboursement 2025, c'est 531 193, le capital de la dette. C'est un pic. Je ne vais pas paraphraser Cyrano de Bergerac, hein, mais c'est un pic puisque vous allez voir que sur la structure de la dette, et c'est comme ça qu'on construit chaque mandat municipal, on arrive à un pic et en fin de mandat, on prépare le mandat suivant pour permettre justement d'avoir des marges de manœuvre. Donc le pic est arrivé en 2025 et dès 2026, vous voyez, c'est quasiment 100 000 € de moins qui impacteront donc ces dépenses d'investissement. Donc, première baisse de capital en 2026, prévision 434 000 pour 2026, et après, de manière plus modérée, 417, et ça continue à fondre comme ça au fil des années. Sur les dépenses d'investissement en 2025, peu de dépenses, parce qu'encore une fois, hein, c'est une fin de mandat et pour respecter l'équipe qui sera en place des mars 2026, on se doit d'être à la fois raisonnable et surtout de préparer progressivement les marges de manœuvre du prochain mandat. Donc des investissements à hauteur d'un petit 80 000 €, donc vous voyez renouvellement matériel en cuisine centrale, des travaux d'installation de la fibre à l'école Jean Jacob, une extension d'alarme à l'école Musy, du matériel informatique pour les écoles, du matériel informatique et de téléphonie pour les services municipaux, des travaux d'entretien sur les équipements de chauffage, des équipements d'éclairage public, du mobilier de bureau et d'outillage, des travaux d'espace vert, l'installation d'une borne foraine au stade, et enfin des nouveaux jeux pour enfants au parc Polaris. Vous voyez, un niveau d'investissement qui est somme toute extrêmement raisonnable pour cette année 2026. Donc, vous avez la petite conclusion là ici, notamment sur cette section d'investissement. Hein. Donc la volonté de la commune, très clairement en 2025, c'était bien évidemment de contenir son budget, d'avoir la maîtrise de son budget communal, notamment de ses dépenses, et puis de reconstituer progressivement des marges de manœuvre pour entrevoir les projets à venir d'un prochain mandat. Voilà pour ce qui est de la photographie, je dirais, du budget 2025, ou en tout cas du compte administratif 2025, tel qu'il devra être adopté dans une prochaine séance de conseil municipal.
Sur le débat d'orientation budgétaire, on se doit aussi d'avoir un certain nombre d'orientations donc sur l'année à venir, même si encore, je le répète, ce sera des orientations extrêmement prudentes, et puis qui appartiendront surtout au prochain exécutif 2026-2032. Donc sur les prévisions, en tout cas budgétaires, ce qu'on peut déjà dire, on est quand même dans un contexte aujourd'hui économique, géopolitique, vous avez tous vu ce qui s'est passé ce week-end, qui va être très impactant, très contraint. Moi, je pense directement au flux d'énergie, on pense au pétrole, au gaz, tout ça, ça sera forcément un impact, et Houpline n'est pas déconnecté du reste du monde, en tout cas sur ces contextes à la fois économiques et géopolitiques. Donc on a en tout cas une prévision 2026 de recettes qui est en diminution encore, alors légère de 1,45%, et qui s'établirait à hauteur d'un petit 6,4 millions en tout cas en prévision de recettes de fonctionnement. C'est une estimation prudente, mais je pense qu'il faut l'être aujourd'hui, avec, je vous l'ai dit, une manière assez évidente, des baisses de dotation, de gel de dotation. Ça veut dire des baisses quand on a une inflation qui est plus importante que la croissance. C'est forcément des baisses à l'arrivée. Et puis, également, ce qui n'a échappé à personne, les renouvellements des assemblées, à la fois de nos conseils municipaux, et puis de l'AMEL. Parce que, voilà, aller chercher des subventions à l'AMEL, c'est bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas quel sera l'exécutif de l'AMEL et quelles seront effectivement les politiques qui seront, en tout cas, être amenées à être décidées au sein de l'exécutif de l'AMEL. Est-ce que les fonds de concours perdureront tels qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce que l'AMEL sera en capacité de financer un certain nombre de travaux comme elle a pu le faire jusqu'à présent? Voilà, le doute est permis, bien évidemment, au regard aussi des enjeux métropolitains, notamment de transport, on voit les coûts partis aussi de la métropole. Donc prudence, prudence, prudence. Sur la prévision de recettes de fonctionnement, alors en dehors des dotations d'État et effectivement des impôts et taxes, on a ce qu'on appelle les produits de services, donc concession de cimetières, les ventes de repas, la participation aux services périscolaires, l'adhésion au centre culturel, à la bibliothèque, les recettes de redevances d'occupation du domaine public qu'on a évaluées de manière assez stable, les impôts et taxes de manière assez stable aussi également, puisqu'il n'y a pas de velléité à augmenter la taxe foncière, donc des recettes de fiscalité qui sont également estimées à leur juste valeur au regard de ce qu'on a pu percevoir, notamment sur 2025. Des dotations État-MEL à hauteur de 2025 également. Il est illusoire de croire qu'effectivement on aura des dotations qui vont augmenter sur 2026. Ce sera plutôt sur une période d'observation certainement et d'attente des présidentielles à venir. Il ne faut pas l'oublier non plus, 2027, donc il ne va pas se passer grand-chose entre 26 et 27 malheureusement. Et autres produits de gestion courante, le loyer des immeubles, 45 500 €. C'est les 20 000 € que le département nous donne pour la salle Gérard Dufour et les 15 500 € que l'IME nous octroie. Alors, tout simplement parce que nous avons un bail, les terrains de l'IME appartiennent notamment à la collectivité, à la commune. Et puis également, voilà, c'est assez notable pour le dire, le distributeur automatique de billets qui, chaque année, nous amène 20 000 €. Alors j'ai souvenir qu'à l'époque, on avait argumenté sans fin sur un plan un peu catastrophique, financièrement parlant, parce que la commune, effectivement, prenait un risque à l'installation de ce distributeur automatique de billets. Ce n'était pas forcément, je dirais, habituel que les communes prennent un risque en lieu et place des banques. On constate aujourd'hui que c'était un risque non seulement mesuré, mais que c'est voilà, qu'il est plutôt porteur aujourd'hui, puisque non seulement on n'a jamais payé de pénalité à la banque en question, mais c'est la banque qui nous verse chaque année 20 000 € pour ce distributeur qui fonctionne somme toute extrêmement bien. Alors souvent on se plaint qu'il est vide. S'il est vide, c'est que effectivement on l'utilise très souvent. Sur les dépenses de fonctionnement en 2026, on a des dépenses qui, voilà, un estimatif à 6 700 000. Donc on voit tout de suite le delta. On voit bien qu'il y aura un effort à faire alors c'est pas si on veut, on va devoir. Le prochain exécutif va devoir équilibrer le budget primitif de 2026, avec comme contrainte le maintien des services existants.
avec comme contrainte de continuer à investir dans la sécurité du travail. Ce n'est pas des contraintes, mais ce sont des dépenses bien évidemment importantes qu'il faut faire, mais qu'il va falloir être inventif pour effectivement faire rentrer tout ça dans les cases, pour améliorer la gestion des bâtiments, renouveler le matériel pour les écoles, la cuisine centrale, les espaces verts, la voirie, bref, tout ce qui permet à nos bâtiments et à nos agents de pouvoir travailler. Donc l'objectif, il est clair sur ces dépenses de fonctionnement, c'est maintenir l'offre de services à la population, à la fois en qualité et en diversité. On a même reconnu que Oupline est une commune où les services sont nombreux, et ça reste une priorité en tout cas sur ce que l'on souhaite présenter à l'occasion du budget primitif 2026. Les recettes de fonctionnement, pour équilibrer tout ça, donc une fiscalité directe sans augmentation proposée, encore une fois malgré le contexte, mais il faut penser aussi au pouvoir d'achat des familles. On voit bien qu'on est toutes et tous dans des situations de plus en plus contraintes, et donc des produits de service sur lesquels non plus on ne va pas compter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il suffit simplement d'augmenter les produits de service pour équilibrer le budget. Il n'y a pas de velléité non plus, bien au contraire, c'est de préserver le pouvoir d'achat sans augmenter justement les participations financières des familles à ces services. Donc voilà, on va avoir beaux enjeux à venir sur cette section de fonctionnement. Sur la section d'investissement, au vu des marges de manœuvre que l'on dégage en fin de mandat, on peut envisager une augmentation d'à peu près 10% par rapport aux prévisions 25 sur 26. On a là encore quelques obligations, quelques coûts partis entre guillemets, le remboursement de l'annuité du site Richir à 120 000 €, la rénovation du patrimoine communal, c'est une impérieuse nécessité, qui devra être financée par des subventions, et là encore, prudence sur ces subventions attendues, mais également par des cessions immobilières. Je vous l'ai déjà évoqué, moi je pense qu'on se doit aujourd'hui de réduire la voilure en termes de bâtiments municipaux, d'abord parce que ce sont des coûts d'entretien extrêmement importants, notamment sur les fluides, sur la remise parfois en accessibilité d'un certain nombre de bâtiments anciens, et puis aussi sur ce qu'on ne pense pas de prime abord, le coût des assurances. Pas sans savoir que les inondations d'aujourd'hui, même si on n'est pas impacté directement, il y aura un effort de solidarité qui sera demandé aux communes, et les assurances qu'on va devoir renégocier très prochainement à partir du mois d'avril, si ma mémoire est bonne, c'est ça ? À partir du mois d'avril, on risque d'avoir, sans mauvais jeu de mots là, et je m'en excuse déjà pour ce que je vais dire, une sacrée douche froide. Vous savez qu'on est passé de dommages aux biens de 9 000 € à 100... Qui va me le rappeler 114 000 €, c'est ça. Après négociation. 9 000 € et une proposition à 150 000 €. Négociation à 115 000. Enfin, vous voyez les deltas. Ce qui veut dire que le prochain marché risque d'être assez jouissif aussi en matière d'assurance. Donc on se doit aujourd'hui de réfléchir aussi sur les surfaces, sur les mètres carrés de nos bâtiments. Des dépenses d'amélioration aussi sur des systèmes de chauffage plus performants, moins énergivores. On a commencé une série de bâtiments, il faut continuer à poursuivre. On a notamment un marché conclu avec Dalkia. L'acquisition de corbeilles de tri hors foyer. Alors ça, c'est des coûts partis aussi parce que c'est une opération de lamelles. Alors on les dépense, 16 000 € de propositions de dépenses d'investissement, et nous avons une subvention de 16 000 € pour effectivement avoir une opération zéro et permettre d'avoir des tris hors foyer, c'est-à-dire des poubelles de tri sur le domaine public. Remplacement de plaques d'entrée de ville, dépenses d'éclairage public, acquisition de matériel informatique, remplacement de matériel de cuisine, le matériel pour l'entretien des locaux, les espaces verts, de voirie, l'acquisition de mobilier. Rien de somptuaire en fait, et simplement des dépenses d'investissement obligatoires pour nous permettre de faire fonctionner nos services aujourd'hui. Un petit focus sur le remboursement du capital de la dette qui est en diminution, on l'a dit, c'est moins de 100 000 €, enfin un peu plus de 100 000 € par rapport à 2025, c'est moins 20%. Et puis donc pas d'engagement pluriannuel proposé aujourd'hui, parce que là encore, par respect
Républicains, on proposera donc au futur exécutif de réfléchir à ces engagements pluriannuels. Sur les recettes d'investissement, on les prévoit à hauteur du 113 000 €, donc avec une baisse certainement de 6,23%. Donc un FCTVA qui va être atone, puisque le FCTVA va être calculé sur les dépenses d'investissement qu'on a faites cette année. Vous avez vu, un peu moins de 80 000 €, donc il ne faut pas s'attendre à plus en FCTVA. Et puis, et surtout, à l'affectation des résultats, on fait des résultats qui sont quand même assez intéressants, à plus de 789 000 €, qui nous permettent justement d'affecter en section d'investissement voilà, des moyens pour nous permettre de faire ces dépenses. Et donc en 2026, ce qui est proposé, c'est bien évidemment de continuer à aller chercher les fonds de concours, les subventions diverses et variées avec les réserves que je vous ai données. L'étude de faisabilité également sur des cessions de patrimoine, je pense que ça c'est vraiment indispensable. Il faut vraiment qu'on réduise la voilure au niveau de la commune. Je crois qu'on peut faire mieux avec moins. J'en suis intimement persuadé, et puis ça nous permettra d'avoir un fonctionnement moins lourd, en tout cas des dépenses de fonctionnement moins lourdes, et de dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour effectivement rénover de façon profonde un certain nombre de patrimoines qui en ont besoin, de patrimoine sportif, de patrimoine cultuel. On a 2 églises sur la commune, une qui est fermée administrativement aujourd'hui, qui nécessite des travaux lourds, une autre église qui est l'église de Saint-Charles, qui nécessite aussi également, on parle toujours de Sainte-Anastasie, vous avez l'église Saint-Charles qui va nécessiter aussi également de travaux conséquents si on veut, et c'est la volonté municipale de préserver en tout cas ces lieux de culte. On va devoir optimiser en tout cas nos moyens, et la cession immobilière nous permettra de dégager des marges de manœuvre, entre autres, pour financer justement ces rénovations lourdes. Et puis, donc on vous l'a dit, tout ça c'est lié, chauffage, électricité, eau, assurance, entretien des bâtiments. Au plus on réduira les factures, et au mieux on répartira ensuite derrière nos marges de manœuvre. Voilà, donc en conclusion, à la prudence est de mise sur ce budget à venir. C'est un budget dit de continuité pour laisser encore, et je vais le répéter, des marges de manœuvre à la future équipe. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que la commune, en tout cas, n'augmentera pas ses impôts. C'est ce qui est clairement indiqué dans ses orientations budgétaires. Souhaite protéger les familles en gelant en tout cas les tarifs de ces prestations de services, souhaite maintenir ses services publics. Il va falloir être inventif et pouvoir réfléchir, peut-être changer un certain nombre de disques durs sur nos façons de travailler. Investir de manière utile et responsable dans les années à venir. On n'aura pas d'autre choix que de prioriser. Maîtriser ses dépenses et réduire progressivement notre dette. On l'a amorcé de manière assez claire sur la fin de ce mandat. On va devoir continuer à le faire pour garantir une soutenabilité financière, tout en maintenant un niveau de service de qualité. Voilà un peu les conclusions que je pourrais donner sur ces orientations budgétaires 2026 et sur ce qui nous attend, en tout cas ce qui attend la future équipe municipale, de façon très claire, très transparente sur la gestion future de la commune. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques ? J'ai été clair, limpide. Peut-être une question par téléphone. Un appel à un ami. Bien, écoutez, je vous propose donc, alors il n'y a pas de vote, on doit acter effectivement que le débat d'orientation, si ma mémoire est bonne, a bien été en tout cas réalisé, explicité, présenté au sein de l'instance communale. Si c'est chose faite, je vous remercie. Alors, quelques petites délibérations, toujours financières,
un peu plus simples, en tout cas, à présenter. Pour la première, ce sont des modalités d'encaissement des participations financières relatives aux concessions columbarium cavurne et cimetière communal. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, hein, que les participations financières justement à ces concessions sont partagées en un tiers, 2 tiers. Donc un tiers de recettes pour le CCAS et 2 tiers de recettes pour la ville. Ce qui fait que jusqu'à présent, on avait à chaque fois il y avait une réservation de concessions, de cavurnes, etc., 2 bordereaux. Un bordereau pour le CCAS et un bordereau pour la ville. Ce qui multiplie forcément les opérations derrière pour que chacun puisse encaisser son tiers, 2 tiers. Je répète, hein, un tiers CCAS, 2 tiers ville. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est que la commune reçoive la totalité des participations financières. Ce sera plus simple à la fois pour l'usager, mais aussi pour nos agents d'un point de vue comptable, et qu'une fois par an, en décembre, la ville reverse en tout cas sont dus au CCAS hein, sur simplement un bordereau de recettes hein, du tiers perçu dans l'année. Donc ça évitera d'avoir à doubler au fil de l'eau à chaque concession des bordereaux à non plus finir et d'avoir de manière très, très claire, par les simplifications tout à l'heure, hein, et d'être inventif. Bon, voilà. C'est une délibération très pratico-pratique hein, qui va faciliter la vie de nos agents, en tout cas en finance. Pas de souci là-dessus, c'est assez clair. Je vous promets que la ville reversera son dû au CCAS. Hein, le CCAS ne manquera pas de toute façon de le réclamer. Unanimité là-dessus? Oui. Je vous remercie. Alors, autre sujet ô combien important en termes d'urbanisme et de vision de la commune, puisqu'on parlait effectivement de projection, il s'agit du projet intercommunal de reconversion des franges industrielles, qui est un projet majeur pour le devenir de la commune et pour le devenir aussi du quartier de la Route plus particulièrement, hein, puisque c'est un projet qui court sur 15 hectares. Alors, le nombre de logements peut paraître important, mais imaginez-vous ce que ça fait 15 hectares. 15 hectares, c'est de la place Chanzy à la rue Voltaire. Spatialement, hein, et sur une profondeur voilà, assez impressionnante hein, aujourd'hui. Donc c'est ça, 15 hectares. Et là-dessus, bien évidemment, on a des enjeux forts, des enjeux de logement, des enjeux d'aménagement, mais surtout aussi des enjeux de reconversion de la commune, de la ville. C'est-à-dire qu'on a réfléchi avec la ville d'Armentières, puisque c'est un projet que l'on porte en intercommunalité, comment passer d'un quartier, d'une friche textile à une ville nature. En gros, c'est ça le lien. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Nous avons eu pendant des décennies, hein, plus de 100 ans, un mur d'enceinte qui masquait ce qui se passait de l'autre côté. Alors, l'autre côté, c'était l'industrie du textile qui a été voilà, florissante jusque dans la fin des années 70 et puis après qui a périclité sur la commune. Et aujourd'hui, ces friches industrielles, on doit les réinterroger et c'est du foncier, forcément, que l'on doit requalifier. Pour ce faire, il y a eu énormément de réunions de travail. Moi, j'ai dû participer au bas mot à une 50aine de réunions sur ces franges industrielles, parce que ce n'est pas un petit projet. Et parce que c'est normal, les villes, Armentières et Oupline, doivent porter ce projet de manière forte et surtout d'être très regardant sur la manière dont on va transformer cette friche textile. Donc ces 50 réunions depuis une petite dizaine d'années maintenant, pour réfléchir au devenir de ces franges industrielles. Tout de suite, l'idée de ville nature a émergé. Des logements, bien sûr. Il faut des logements. Il faut toujours être un peu réticent sur la construction de logements. On en a cruellement besoin sur la métropole européenne de Lille. Ce serait se cacher derrière son petit doigt que de se dire c'est pas raisonnable. Sur la métropole européenne de Lille, on a besoin de construire 6 000 logements par an, on n'en construit même pas 2 000. Donc chaque année, on creuse le delta et on creuse les besoins. Sur la commune d'Oupline, on a 200 demandes de logement en attente. 200 demandes de logement en attente. Il faut un an et demi, 2 ans parfois, pour obtenir un logement.
C'est la réalité de ce qu'on appelle la crise du logement. Et ces logements, il faut arrêter de fantasmer là-dessus. C'est pas parce qu'on construit X centaines de logements que d'un seul coup notre population va changer et qu'on va accueillir toute la métropole au sein de la ville d'Oupline. Non. Ces logements permettent justement de maintenir notre population. Et c'est un fait. On a construit au fil des décennies un certain nombre de logements, on a maintenu notre population. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Aujourd'hui, la société change, elle évolue. Là où vous aviez un foyer il y a encore quelques années, c'est très courant aujourd'hui d'avoir des familles monoparentales, des familles recomposées. Là où on avait besoin d'une maison, on en a besoin de 2. C'est comme ça. Vous avez un foyer où vous avez des enfants, les enfants grandissent, s'ils ne se trouvent pas à se loger sur leur commune, ils s'en vont. Ils s'en vont à l'extérieur et vous avez une population qui vieillit, des logements qui se vident et in fine, une population qui ferme des classes, qui effectivement vieillit et qui ne participe pas forcément à son renouvellement. Donc on a besoin de construire. Ça c'est indéniable. Voilà, je pourrais l'expliquer en large et en travers. Donc c'est une nécessité impérieuse. Mais il faut le faire de façon effectivement à réfléchir sur comment on souhaite y vivre. Quand on voit les architectes aujourd'hui, on leur dit très clairement, le dessin que vous allez faire, réfléchissez d'abord si vous souhaitiez y vivre dans ces logements que vous allez proposer à la population. Et si vraiment votre logement vous plaît au point que vous pourriez y vivre, c'est que vous avez réussi votre dessin et votre plan d'aménagement. Et c'est comme ça qu'on travaille depuis 10 ans maintenant sur ce site des franges industrielles. C'est d'ouvrir le quartier vers le potentiel que l'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, qu'on ne voyait plus avec ces murs d'enceinte. Vous avez au fond de ce quartier la 10. Elle est là, mais elle est masquée. Vous avez au fond de ce quartier les espaces de sport de la ville d'Armentières. Aujourd'hui, il faut faire tout le tour. Alors que c'est là au fond, en face de notre quartier. Vous avez là au fond les étangs d'Armentières. On y accède comment aujourd'hui? Que par la rue Voltaire. Alors qu'on pourrait lacérer, entre guillemets, ce nouvel espace pour faire rentrer justement cet oxygène qu'on a vraiment besoin dans ce quartier de la route. C'est tout ça qui est proposé en tout cas dans les franges industrielles et il ne faudrait surtout pas le cantonner à simplement un projet de construction basique. Il n'y a pas 10 ans de travail derrière pour simplement se dire oui, ils construisent 600 logements. Non, c'est pas vrai. Et ce serait malhonnête que de l'entendre. Il y a un fort potentiel écologique, un fort potentiel d'îlots de verdure, un fort potentiel de plantation d'arbres, un fort potentiel d'îlots de fraîcheur. C'est la ville de demain. Et c'est ça qu'on réfléchit sur ces franges industrielles. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête quand on parle de ville nature aujourd'hui. C'est de créer les conditions pour y vivre. On a longtemps réfléchi de manière inverse, c'est-à-dire qu'on construisait, et après on disait il faut que ça vive ensemble. Voilà, le bien vivre ensemble. Combien de fois on l'a entendu? Une fois que c'est construit, une fois que les gens sont là, donner les conditions du bien vivre ensemble, c'est parfois compliqué. Mais là, il faut créer les conditions de ce bien vivre avant. Le mail qui est en construction aujourd'hui, ce mail de 25 mètres, qui sera nos Champs-Élysées à nous, entre Armentières et Oupline, c'est un mail paysager, très large, très aéré, qui va faire rentrer la nature dans la ville. Elle est là au bout du chemin. Et c'est comme ça qu'on doit concevoir la ville. Et c'est parce que ce mail sera réalisé, c'est parce que ces espaces de nature seront réalisés, que ce site va devenir attractif. Et que demain, on va vouloir y vivre. Donc on crée les conditions pour vouloir y vivre, et on n'essaie pas de trouver les conditions une fois qu'on y est. C'est bien, en tout cas, la philosophie de ce projet. Il y a eu des phases de concertation. En 2018, une première phase de concertation réglementaire qui a permis justement aux habitants de s'exprimer. On entend parfois que ce n'est pas concerté, je suis désolé. Depuis 2018, on concerte sur le sujet, en tout cas de manière très claire. Les plans les plans masse, ce qu'on appelle les plans masse de ce quartier, ont été montrés à la population dans ces phases de concertation réglementaire. De ces phases, en est ressorti des inquiétudes, ce qui est tout à fait légitime. Des inquiétudes sur les conditions de circulation, et notamment sur comment on allait accrocher ce quartier au quartier existant. Parce que le tout, c'est pas de faire masse avec un nouveau quartier et puis de ne pas s'occuper de ce qui se passe en face. Le tout, c'est qu'il y ait des interactions dans le quartier. Le stationnement,
qui est un sujet forcément très prégnant sur nos communes, l'ouverture vers le complexe sportif et le devenir des sites d'activité, parce qu'il y a encore des sites d'activité, vous avez encore la team sur le devenir. Donc il est hors de question de ne pas respecter aussi l'activité qui est en cours. Ce sont des opérations tiroirs qu'il faut aménager. C'est complexe, mais c'est passionnant. Et donc à l'issue de cette première phase de concertation, il y a eu une réunion publique le 6 avril 2018 où chacun a pu forcément s'exprimer. Nous sommes aujourd'hui dans une deuxième phase, donc en 2025, dans ce qu'on appelle une deuxième phase de concertation réglementaire. Là encore, une première réunion publique a eu lieu à la salle des fêtes d'Oupline, donc une réunion qui a été, somme toute, bien suivie, avec beaucoup de questions qui ont été posées, une enquête publique qui a été menée de façon très réglementaire, et une réunion de restitution, cette fois-ci, qui a été organisée à Armentières, donc à la Maison du Temps Libre, le 1er juillet 2025. Donc vous voyez, 25 mars à Oupline, le temps de l'enquête publique, de la concertation préalable, restitution au 1er juillet 2025. On ne peut pas dire qu'on veuille masquer quoi que ce soit sur ce projet. Et donc, l'objet aujourd'hui de ce qui vous est proposé, c'est d'émettre un avis sur ce projet. Parce que l'avis du conseil municipal d'Armentières, l'avis du conseil municipal d'Oupline est sollicité afin d'entendre, en tout cas, les élus de la commune sur ces enjeux. Bien sûr, ça a fait l'objet aussi d'études d'impact, mais là encore, l'étude d'impact aujourd'hui, il y a peu de surprises. C'est un site industriel qui a été industrialisé pendant 100 ans. Forcément, l'impact écologique aujourd'hui est plutôt positif par rapport à ce qu'il était quand nous avions ces fameuses usines de l'industrie du textile. Et donc les enjeux, en tout cas en termes de reconquête, sont forts et sont importants aussi pour ce quartier. Alors, ce qui vous est proposé aujourd'hui, donc en observation du conseil municipal, et puis après avoir écouté forcément les différents avis lors de la réunion publique, d'avoir lu le rapport du commissaire enquêteur, c'est de proposer ces dispositions suivantes. De donner un avis favorable, en tout cas à la poursuite donc de ce projet intercommunal de reconversion des franges, en poursuivant bien sûr des échanges partenariaux étroits et réguliers avec la métropole européenne de Lille et la ville d'Armentières pour un suivi coordonné de l'opération. Il est bien évident qu'on doit travailler ensemble. Les frontières administratives de la commune, ça n'a aucun sens sur ce type de projet. On a 15 hectares partagés, il faut qu'il y ait une cohérence dans les quartiers. Aujourd'hui, la porosité administrative ne veut plus rien dire à l'échelle de la métropole. On se doit de travailler ensemble et c'est ce qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant avec la ville d'Armentières. Accompagner donc de manière indispensable le projet de cette rénovation par un projet de rénovation de la rue Victor Hugo. C'est-à-dire qu'il est impensable d'imaginer qu'on va claquer demain 600, même si c'est sur les 15-20 ans à venir, 600 logements côté Oupline, 200 logements côté Armentières, sans qu'il y ait un aménagement de la rue Victor Hugo, sans qu'il y ait des éléments de diffusion des flux vers la zone d'activité, ces fameux percements, effectivement, pour désenclaver le quartier. Je ne sais pas où en sont les réflexions d'Armentières, mais également peut-être un contournement de l'EPSM pour rejoindre le pôle multimodal. C'est la condition sine qua non pour accepter de toute façon ce projet. Moi, je l'ai toujours défendu et personne ne me prend en défaut sur le sujet. À chaque réunion qu'on peut avoir avec nos collègues d'Armentières, avec la métropole de Lille, je dis OK pour ce projet. Seulement si, effectivement, les conditions de circulation et d'aménagement sont actées, alors pas simplement sur le papier, financées et programmées. Voilà, ça met un petit coup de pression, mais cette pression, elle est nécessaire. Et puis, bien évidemment, d'avoir avec les entreprises qui interviendront une communication régulière auprès des riverains, parce que ça va être impactant. On part sur un certain nombre d'années, et donc c'est des chantiers qu'il va falloir mener avec des habitants tout autour, et des premiers habitants qui auront déjà acheté après, effectivement, des lots au fil des chantiers. Donc d'avoir cette aussi impérieuse nécessité aux chantiers à venir, de réduire au maximum les impacts, en tout cas pour les habitants.
Un élément aussi qui nous semble important, et il y a encore eu des intrusions cette semaine, c'est la sécurisation renforcée du chantier. C'est extrêmement important, c'est primordial, il faut prévenir tout risque d'intrusion. Pas simplement pour empêcher d'entrer, mais aussi pour la sécurité de celles et ceux qui rentrent à l'intérieur d'un chantier. Un chantier, ça reste un chantier, et il y a toujours forcément des risques d'accidents potentiels. Et puis également donc, une notion de pédagogie à destination des habitants actuels et futurs pour valoriser la qualité environnementale du projet. J'ai lourdement insisté là-dessus sur la présentation, mais c'est le cœur du sujet. Bien sûr qu'il y a de l'habitat, bien sûr qu'il y a du service, bien sûr qu'il y aura des équipements communaux, mais le cœur du sujet, c'est bien le verdissement de la commune et de ce quartier. Voilà mes chers collègues ce que je vous propose, en espérant, on ne va pas être trop long en tout cas. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce... Oui, M. Gombert. Oui, monsieur le maire. On a parlé de faire rentrer la nature en ville et je me posais la question à savoir est-ce qu'on pouvait associer l'AMI biodiversité qu'a proposé Margot en début de conseil à ce projet ou en d'autres termes, pouvons-nous utiliser ce projet pour obtenir l'adhésion à l'AMI? Je pense que ce projet peut être un champ d'application vierge actuellement qui pourrait servir justement à mettre en place la biodiversité et l'entrée de la nature en ville. C'est effectivement prévu au cœur de l'AMI que ces franges industrielles sont effectivement partie prenante, en tout cas de la présentation qu'on a pu faire au niveau de l'AMI. Vous dire également que la transition écologique, on la travaille depuis 2012-2013. Nous avons travaillé, suite à la démolition d'une partie d'Aco-Écolombier, avec l'EPF sur cette transition écologique. C'est-à-dire qu'on a été terrain un peu pilote sur ce qu'on appelle la régénération des sols. Parce qu'un sol qui a été macadamisé, pavé, et qui a subi positivement, moi je ne fais pas le jugement de l'histoire de la commune, loin s'en faut, on ne juge pas le passé avec les yeux d'aujourd'hui, c'est complètement idiot. Non, c'est pour dire que avec l'EPF, on a travaillé sur la gestion transitoire. On a même eu les faveurs du CERD qui ont fait un séminaire sur la commune et amené un certain nombre de spécialistes pour voir comment nous avions travaillé justement à la régénération des sols sur le site Aco-Écolombier et comment la vie revient de manière assez rapide, d'ailleurs somme toute, quand on lui donne les moyens de pouvoir revenir. Alors tout ça est étudié et continue à être étudié. On a les ingénieurs Junia qui étaient présents sur site pour voir qu'est-ce qu'il fallait planter. On a fait des expériences de chanvre, on a fait pas mal d'expériences sur ce site et on se rend compte qu'effectivement on peut avoir de l'espoir en tout cas sur la régénération des sols et que même sur un sol pollué par endroit, on peut arriver avec alors un certain nombre de moyens, il n'y a pas que la nature, laisser en place la nature, mais en tout cas à régénérer ces sols et à ne plus devoir consommer, comme on a pu le faire par le passé, de la terre végétale. Par exemple, par le passé, et encore aujourd'hui, quand on fait une construction, on décaisse sur X centimètres, on fait des constructions, et puis on va chercher la terre végétale. Mais on va aller chercher où la terre végétale? Maintenant, les espaces naturels, la terre agricole, etc., qu'on vient déverser au-dessus, on met de la pelouse, et puis on plante 3 arbres. Ce mode de fonctionnement, c'est terminé. C'est-à-dire que de toute façon, la terre est précieuse et on ne va plus aller la chercher à droite ou à gauche, ça n'a aucun sens. Et ce qui est précieux aujourd'hui, c'est de travailler justement sur cette biodiversité, sur recréer les conditions justement de cette biodiversité et recréer les moyens de régénérer les sols. C'est ce qui est fait là, ici, sur ce site. Vous avez peut-être vu des monts de terre ici et là qui sont analysés, qui sont aujourd'hui qui sont surveillés et qui nous permettent d'avoir un regard plein d'espoir sur l'avenir parce qu'on a toujours une vision assez morose, assez français que d'être défaitiste. Mais encore une fois, rien n'est irréversible. Et c'est vraiment la leçon qu'on peut avoir quand on travaille sur des requalifications de friches. Ça vous convient? Est-ce que vous aviez bien évidemment les documents, nous y avons travaillé sur l'avis du conseil municipal, pas de changement pour personne, ça va. Donc on acte cette délibération d'avis favorable avec les points qu'on a évoqués ce soir. Je vous remercie.
Allez, nous passons donc à l'item des ressources humaines et je vais laisser... ça va, tout va bien? Personne n'est tombé? Non? Bon, j'ai entendu un boom là-bas derrière, donc je m'en inquiète. Allez, propose donc à notre directrice générale des services, Anne-Claire Delverde, de faire un point sur ces délibérations ressources humaines. Merci. Alors, la première délibération qui vous est proposée au niveau des ressources humaines, c'est d'actualiser le tableau des effectifs pour suivre justement les mouvements de personnel au sein de la collectivité. Donc, comme vous le savez, en fait, le tableau des effectifs est actualisé après avis favorable de l'organe délibérant, donc de l'Assemblée délibérante que vous êtes aujourd'hui. Nous vous proposons donc d'actualiser ce tableau des effectifs par la création de 2 postes à temps complet à compter du 9 mars 2026. Le premier poste, c'est un poste d'attaché territorial principal pour suivre l'évolution de carrière d'un agent de catégorie A de la filière administrative. Et le deuxième poste, c'est un poste d'adjoint territorial d'animation principale de première classe pour donner suite à un recrutement qui est effectué au sein de la collectivité pour un poste d'animateur sport et loisirs. C'est un poste de catégorie C de la filière animation. Alors, y a-t-il des remarques et des avis contraires? Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. La deuxième délibération en matière de ressources humaines, c'est le renouvellement, la prolongation en fait de la mission d'un chargé de mission ressources humaines pour une durée de 5 mois à temps complet. Il s'agit de prolonger la mission qui avait été créée par la délibération du conseil municipal qui s'était réuni le 24 novembre dernier pour réaliser la mise en place du plan d'amélioration et de sécurisation des processus en matière de ressources humaines. Cette mission elle avait été créée pour faire suite en fait à la démarche d'optimisation et de sécurisation de la collectivité, démarche qui avait été menée avec un cabinet conseil de mars à septembre 2025, avec donc la participation des agents de la collectivité, des représentants du personnel, et dont les conclusions justement vous avaient été présentées à l'occasion du précédent conseil municipal. Donc il vous est proposé aujourd'hui de renouveler cette mission pour une durée de 5 mois, puisqu'en fait le travail est entamé. Il ne sera pas achevé à l'issue de la première période qui se termine ici fin mars. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler main dans la main entre le chargé de mission et le service des ressources humaines pour mener un état des lieux des pratiques RH, pour mettre en place un plan d'amélioration, développer une politique ressources humaines pérenne et pouvoir l'évaluer également, en définissant un certain nombre d'indicateurs de suivi et mettre en place de nouvelles procédures ressources humaines et les partager en interne au sein de la collectivité. Là également, y a-t-il des avis contraires? Favorables? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne donc la mise en place d'astreintes de service et la définition des modalités d'indemnisation de ces astreintes de service. Pour rappel, une astreinte, c'est une période pendant laquelle un agent a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette intervention, ainsi que le déplacement aller-retour sur le lieu de travail, sont donc considérés comme du temps de travail effectif. Il a été proposé en comité social territorial qui s'est réuni au mois de décembre dernier de définir de nouvelles dispositions pour mobiliser les équipes en cas d'intempéries, notamment neige et verglas et grand vent. Donc en cas de neige et verglas, l'idée de mobiliser des agents lors des astreintes, c'est de leur permettre d'intervenir pour faire du déneigement ou du salage quand c'est nécessaire. Et sur le risque d'intempéries grand vent, l'idée c'est de pouvoir également les faire intervenir pour sécuriser les espaces publics, tailler des arbres quand il y a un encombrement de la chaussée, mettre des barrières pour protéger des espaces où il y aurait potentiellement un danger qui aurait été repéré. L'idée c'est de déclencher ces astreintes en fonction de l'alerte orange de la préfecture, puisque vous savez qu'il y a des alertes qui sont émises par les services de l'État en fonction des intempéries.
L'idée, c'est également de définir donc, les 3 types d'astreintes qui sont possibles. Donc, il y a une première astreinte qui est liée à l'exploitation, une deuxième astreinte qui est liée à la sécurité, et la troisième niveau d'astreinte qui est l'astreinte de décision. Concrètement, qui sont les agents concernés par ces astreintes? Ce sont les agents des services techniques, donc de la filière technique, et les agents au poste de direction de la filière administrative. Les modalités de compensation de ces astreintes et de compensation également des interventions sont fixées selon le cadre légal en vigueur. L'agent, donc, lorsqu'il est en astreinte, il est rémunéré même s'il n'est pas appelé pour intervenir. Et quand il est en intervention, c'est également une compensation qui est liée à la durée de son intervention. Voilà, ces dispositions ont été présentées, comme je l'ai dit, au comité social territorial le 1er décembre dernier et les propositions ont été validées par le CST. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'accepter de délibérer sur cette organisation et l'indemnisation des astreintes et des interventions. Là encore, pas de remarques sur cette délibération. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Donc, unanimité, je vous remercie. La délibération suivante donc, est une proposition d'actualisation du RIFSEP, donc le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux catégorie A de la filière technique. L'idée, c'est de fixer les plafonds de l'IFSE, donc l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, et du C, donc c'est la part fixe du RIFSEP, et le plafond du CIA, le complément indemnitaire annuel, qui est du coup la part variable du RIFSEP, pour ce cadre d'emploi. Ce qui est proposé du coup à votre examen, c'est de fixer ce plafond selon les montants annuels réglementaires. Donc le brut annuel pour l'IFSE, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, c'est 46 920 €. Vous le retrouvez donc dans la page 4, tout en haut de votre délibération. Et pour la partie complément indemnitaire annuel, le montant, le plafond du CIA annuel réglementaire, c'est 8 280 €. Et là, vous le retrouvez en page 7 de votre projet de délibération. Si, je vous laisse terminer la lecture là, mais s'il n'y a pas de remarques, je propose de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont défavorables? D'accord, très bien. Ah, c'est le dernier, hein, je m'amuse un peu. Donc unanimité, pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Pour faire suite au projet de délibération en matière de ressources humaines, donc on vous présente un projet de délibération qui concerne le recrutement d'agents contractuels pour les emplois non permanents liés à un accroissement saisonnier d'activité. Concrètement, ce sont les recrutements des animateurs et des directeurs des centres de loisirs et des centres ados. C'est une délibération qu'on passe classiquement tous les ans, qui permet de déterminer le nombre d'emplois nécessaires au bon déroulement des accueils de loisirs sans hébergement. Je vous rappelle que les accueils de loisirs sans hébergement, donc chaque année, c'est 6 semaines de petites vacances, donc en février, en avril et en octobre pour les ALSH, et 3 semaines pour les centres ados, c'est toujours la deuxième semaine des petites vacances scolaires. Et enfin, ce sont 7 semaines à couvrir en période estivale, donc 7 semaines pour les accueils de loisirs sans hébergement maternel et primaire, et 3 semaines pour les centres ados au mois de juillet. Il vous est donc proposé de créer 105 emplois d'animateurs, donc ce sont des postes de catégorie C, 4 emplois pour les fonctions de directeur adjoint des accueils de loisirs et 5 emplois pour les fonctions de direction. Délibération classique, pas de souci particulier. On propose de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie.
Et la dernière délibération en matière de ressources humaines concerne l'instauration de l'indemnité de mise sous pli de la propagande électorale. La ville a conclu avec la préfecture donc une convention fin d'année dernière, une convention relative à la réalisation de l'adressage, de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale. Et cette convention prévoit le versement à la commune d'une dotation forfaitaire. Cette dotation forfaitaire, elle est en principe destinée à couvrir les dépenses de personnel, mais également tous les frais annexes, puisque nous devons acheter 6 000 étiquettes, nous devons imprimer les étiquettes, enfin, voilà, du matériel également pour réaliser toutes ces opérations. Traditionnellement, il est de coutume en fait que la ville supporte les frais annexes à sa charge pour l'ensemble de ces opérations et qu'elle consacre la totalité de la dotation forfaitaire à la rémunération des agents municipaux. Donc c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui. D'abord, c'est d'instaurer cette indemnité, de fixer le montant global de cette indemnité à hauteur du montant maximum de la dotation forfaitaire versée par la préfecture et de répartir du coup ce montant maximum pour la rémunération des agents qui participent à ces opérations. Pas de sujet non plus là-dessus. Je propose de passer au vote. Ce sont celles et ceux qui sont favorables. Unanimité, je vous remercie. Allez, délibération suivante qui a trait à l'item des affaires scolaires et périscolaires. Tout d'abord, une actualisation des tarifs relatifs à la restauration municipale. Alors, vous allez me dire, on vient de dire qu'on n'allait pas toucher aux tarifs de restauration municipale. Je vous rassure, on n'y touche pas. On ajoute juste un tarif manquant puisque effectivement, au regard d'un certain nombre d'actions que nous menons, d'animations notamment intergénérationnelles qui ont pu être menées dans nos mercredis récréatifs, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait un vide, en tout cas, de tarifs pour permettre donc à ces convives occasionnels d'accéder à la cantine, qu'ils soient adultes ou enfants d'ailleurs, et qu'ils soient inscrits occasionnellement ou pas du tout d'ailleurs à la restauration scolaire. C'est donc un tarif que nous ajoutons de 4 € qui ne sort pas du chapeau. C'est déjà un tarif que nous appliquons pour les adultes, les enseignants, les partenaires. Et on propose effectivement l'actualiser en y ajoutant autres convives occasionnels, ce qui nous permettra d'accueillir effectivement ces manifestations, notamment intergénérationnelles, mais pas que, parce qu'on parlait de stagiaires tout à l'heure. C'est vrai qu'on accueille parfois des stagiaires qui viennent de notre commune, mais pas que non plus, d'autres communes, et qui sont désireux de pouvoir manger à la restauration collective, et donc de leur appliquer ce tarif de 4 €. Y a-t-il des remarques là-dessus? Monsieur le maire, ouais. Serait-il possible, si vous avez en tête, de nous rappeler quel est le coût réel d'un repas payé par la municipalité et donc pris en charge par la municipalité par rapport au tarif qui est proposé aux différentes sections? Oui, c'est un exercice que l'on fait régulièrement, puisque effectivement, c'est la réflexion qu'on peut avoir, notamment sur une politique tarifaire. Vous voyez qu'ici, vous l'avez sous les yeux, le tableau, que la cantine maternelle, c'est 3 € par enfant, primaire, c'est 3,20 €, pour les nounou-plino à 4,80 €, pour les adultes, 3,20 € quand ils sont du personnel municipal, et ce fameux tarif de 4 € qui vient d'être voté pour les convives occasionnels, les enseignants, les partenaires et les adultes. Il est bien évident que ça ne couvre pas, enfin voilà, si vous posez la question, M. Bombert, c'est que vous vous doutez que ça ne couvre pas forcément les frais de restauration municipale. On doit être aujourd'hui, au regard des coûts induits, alors de fluides, d'équipements, quand je dis équipements, c'est les équipements de la cuisine centrale, des agents, du délégataire, etc., et des denrées, on doit être proche entre 13 et 15 € par convive. Un coût pris en charge par la commune de à peu près 12 €. C'est ça. C'est ça. Très bien, merci. Je vous en prie. Oui, on est à peu près à cette hauteur-là. On a été longtemps aux alentours de 10-11 €, mais ici, vu l'inflation des coûts énergétiques, notamment à la cuisine centrale, on fera l'exercice, mais je suis quasiment sûr qu'on est proche des 15 € désormais. D'autres questions là-dessus?
propose de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc, à ce nouveau tarif applicable? Je vous remercie. Autre délibération qui a trait à la restauration scolaire, c'est une convention en fait. Bon, vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs, hein, nous avons un délégataire qui est la société Elior. C'est voilà, une des spécificités de notre commune. Parce que quand on parle de restauration municipale, il n'y a pas une forme de restauration municipale, il y a des formes de restauration municipale. Vous avez des restaurations municipales qui sont complètement en régie, c'est-à-dire que la commune a à la fois l'outil, achète les denrées, prépare les repas, sert, etc. Vous avez des communes qui sont en délégation totale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cuisine centrale et c'est le délégataire choisi qui amène les repas, les remet en température et propose effectivement ces services à la commune. Et puis une forme hybride, en tout cas ce qui est le cas de Doupline, hein, où nous sommes propriétaires du restaurant municipal, nous avons un responsable, nous avons des agents effectivement sur place, mais le métier de cuistot, d'achat des denrées est délégué parce que c'est un métier, la restauration collective, hein, c'est un métier sérieux d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de l'équilibre alimentaire, d'un point de vue effectivement marche en avant, enfin c'est un métier et je pense que pour sécuriser en tout cas la restauration collective sur une des communes comme les nôtres, hein, de 8000 habitants, cette forme de délégation est certainement la plus adaptée à la commune. Et donc pour ce faire, on met à disposition donc, de notre délégataire Elior nos équipements, des équipements de cuisine. Il met à disposition un cuistot, mais utilise les équipements municipaux et donc souhaitons conventionner sur cette mise à disposition d'équipements, d'autant plus que la société Elior voilà, produit des repas pour d'autres communes. Alors c'est pas nouveau, hein, on produit des repas depuis longtemps. On a été d'ailleurs précurseur pendant la période Covid. Alors, on ne l'a pas crié sur tous les toits, mais pendant la période Covid, notre cuisine ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire qu'on a produit des repas, on était une commune qui accueillait à l'époque des enfants qui étaient scolarisés parce que leurs parents étaient soignants, et qui travaillaient, qui n'avaient pas d'autre forme, et donc on était une commune d'accueil, et on a continué à faire tourner la restauration collective et à produire des repas d'ailleurs pour des communes voisines à l'époque. On le fait de manière récurrente. Là, on souhaite conventionner, notamment sur le montant de cette redevance avec la société Elior, hein, puisque nous avons une capacité de production de repas sur la cuisine centrale qui est aux alentours, avec un agrément sanitaire qui est aux alentours de 800 repas jour. Aujourd'hui, on en produit pour la ville de Doupline 550 repas à peu près. Donc, vous voyez, on a un delta hein, de production possible. Et une fois que les fourneaux, j'allais dire, sont en route, qu'on cuisine pour 500 ou pour 800, on a tout intérêt, bien évidemment, sur ce temps de repas, à optimiser l'outil. C'est ce que l'on fait avec le délégataire. Et donc, on propose de fixer le montant de la redevance à 58 centimes par repas livré. Je précise que ça n'est que pour le coût des fluides, bien évidemment, hein, puisque la charge des denrées, du transport, de la mise en bac pour partir vers l'extérieur est à la charge pleine et entière du délégataire Elior, ce qui est tout à fait logique et normal. Voilà pour cette délibération, donc une convention qui viendra acter ce prix avec une révision, c'est ça, avec une révision annuellement de cette redevance, hein, qui suivra d'ailleurs la révision du marché que nous avons avec Elior. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non? Bien, bah écoutez, je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. Écoutez, je n'ai pas reçu de questions diverses hein, du conseil municipal en l'occurrence, donc je propose de clore ce dernier conseil, non sans vous avoir remercié et les unes et les uns et les autres. C'est un dernier conseil du mandat. Pour certains, c'est un dernier conseil tout court. Pour d'autres, peut-être aussi, c'est un dernier conseil tout court. Hein. L'élection décidera du sort des uns et des autres. Et
et c'est normal et c'est démocratique, hein, aucun souci là-dessus. Moi, je voulais dire toute la fierté qui était la mienne d'avoir travaillé avec vous, pour certains depuis de nombreuses années, pour d'autres depuis ce mandat-ci, qui était un mandat assez éprouvant, assez difficile, hein, c'est un euphémisme que de le dire. On a commencé d'abord par un mandat où on n'a pas été installé, on a commencé par un mandat où on a discuté à distance, on a commencé par un mandat où les premiers conseils municipaux, quand on a pu les réunir, ça a été à la salle des fêtes avec un mètre entre chacun, ce qui participe quand même forcément à l'échange et à la convivialité, bien évidemment. Et puis ça s'est poursuivi par la guerre en Ukraine, donc un mandat inflationniste, enfin compliqué mais passionnant. Je pense que c'est un des mandats les plus difficiles que j'ai eu à vivre, en tout cas d'un point de vue voilà, contexte, en tout cas pas difficile parce que j'étais avec vous, hein, difficile au regard du contexte, mais on l'a tous vécu de la même manière, je crois. En tout cas, moi, voilà, j'ai été très heureux, très sincèrement, très heureux et très fier, en tout cas, de vous toutes et vous tous et du travail qu'on a pu produire ces 6 dernières années. Alors, je souhaite bon vent à celles et ceux qui ont décidé de ne pas continuer. Je souhaite bon courage à celles et ceux qui ont décidé de continuer. Peut-être à bientôt. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je n'ai aucun regret des choix que nous avons pu faire ces 6 dernières années. Voilà, je voulais vous en remercier. Je propose de... Alors vous n'aurez pas de larmes, c'est pas le genre de la maison, c'est pas dans mes habitudes. Je propose de clore ce conseil municipal et pour ne pas faillir à ce qu'on a mis en place pendant ces 6 dernières années, je propose à l'Assemblée, s'il y a des questions, de pouvoir y répondre. Monsieur Bayeux. Monsieur Legrand, bonsoir. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de pouvoir nous laisser nous exprimer librement. Pardon. Je vous remercie de pouvoir nous laisser nous exprimer librement à la fin du conseil municipal. Je tenais à le souligner. J'aurais 2 questions à vous poser en tant que Pardon ? Pardon ? Ah, j'ai pas entendu. Hein. Allez-y, je vous en prie. Ok. J'ai 2 questions à vous poser concernant donc l'église Sainte-Anastasie. On avait pu échanger concernant une demande de subvention qui aurait été effectuée auprès de l'AMEL, savoir si le dossier a pu être monté. Et également, concernant, vous avez demandé les photos de l'intérieur de l'église Sainte-Anastasie, savoir, voilà, vous m'aviez répondu par une réponse, vous m'aviez donné une réponse défavorable aux photos de l'intérieur de l'édifice, savoir, voilà, qu'est-ce qu'il en était à l'heure actuelle. Je vous remercie. Monsieur Bayeux, je vous ai répondu effectivement par écrit à ces 2 questions, mais je veux bien répéter ce que j'ai déjà dit. Oui, effectivement, les subventions sont en cours d'étude au sein de l'AMEL. C'est pas voté, hein, tout ça prend du temps. D'autres recherches de subventionnement vont être nécessaires. Hein. Le fonds de concours, c'est pas une fin en soi, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure de la DETR. Je suis en relation avec un sénateur qui est membre éminent de cette commission ô combien obscure, hein, qui attribue ou pas d'ailleurs ces fameuses subventions DETR pour notamment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, c'est en cours. On est sur d'autres pistes aussi parce que je pense qu'elles vont devoir être plurielles, hein, si on veut aboutir à une solution satisfaisante et surtout pérenne et durable. Voilà pour ce qui est effectivement du financement. Aux photos, je vous ai répondu, je vous ai répondu par la négative, donc je vous réponds une nouvelle fois. Je n'ai pas l'habitude de changer d'avis, et d'ailleurs c'est un avis partagé ici avec le conseil municipal. Vous n'aurez pas les photos de l'église Sainte-Anastasie, je ne tiens absolument pas à ce que voilà, ce genre de photos circulent sur les réseaux sociaux. On voit ce qu'on peut en faire, on voit... alors je ne vous dis pas que vous allez les mettre sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je vous dis simplement que dès l'instant où on délivre un certain nombre de documents, le secret reste un secret que très peu de temps, quoi, en fait. Hein, et donc,
L'église Sainte-Anastasie, vous vous en doutez, hein, elle est dans l'état qu'elle est au moment de sa fermeture, avec des problèmes de plâtre qui continuent de tomber. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, ça ne continuerait pas de tomber aujourd'hui, mais on sait qu'il va falloir remettre à nu, de toute façon, l'ensemble de ces plâtres pour traiter de manière profonde l'humidité qui s'y est installée. Je vous ai dit hein, que l'urgence, c'était la toiture, qu'il fallait donc couvrir pour mettre hors d'eau. C'est le travail que nous menons. On fait de notre mieux, mais je n'ai pas de baguette magique. Je vous ai expliqué aussi le contexte économique hein, de la collectivité. L'église Sainte-Anastasie est un sujet bien évidemment qui nous occupe toutes et tous ici. Hein. On a tous un rapport forcément à un moment donné avec ce bâtiment, de quelque façon que ce soit d'ailleurs. Et donc il n'y a pas de velléité de l'abandonner, ça c'est un fait, mais j'ai aussi la responsabilité aujourd'hui de gérer la commune de manière aussi pérenne. On a aussi des écoles, on a aussi effectivement des bâtiments communaux qu'il nous faut garder. L'église a un peu plus de 100 ans, mais c'est le même âge que nous avons aussi pour les écoles, puisque tout a été reconstruit après les événements de 14-18. Et donc ces fragilités, on les retrouve dans beaucoup de bâtiments de la collectivité. Et il nous faut effectivement faire face aujourd'hui à ce patrimoine qui est vieillissant, qui a été entretenu. Hein. Nos écoles ne fuient pas, je vous rassure. On vient encore de refaire les toitures de Jean Jacob, mais c'est une attention de tous les instants, en tout cas quand on a des bâtiments comme ça de ces âges-là, ils requièrent forcément beaucoup d'attention. Et encore une fois, hein, je comprends que votre sujet à vous soit l'église Sainte-Anastasie. Mon sujet à moi, c'est les 8000 habitants, c'est effectivement les voiries, c'est les bâtiments communaux, c'est effectivement l'équilibre de nos budgets, en ayant en tête cette impérieuse nécessité que nous avons à préserver notre patrimoine. Voilà, Monsieur Bayeux. Vous avez dit 2 questions, c'est fait. Non, je souhaite juste vous répondre, simplement. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, monsieur le maire. Aujourd'hui, donc vous avez indiqué que l'église Saint-Charles était également dans un mauvais état, alors que, voilà, juste simple précision, hein, j'attends pas de réponse à cela, mais l'architecte conseil a jugé, a évalué les risques et l'état de l'église Saint-Charles, qui lui, a donné un avis plutôt favorable sur l'édifice, d'après les échanges qu'on avait pu avoir. Voilà, je vous remercie. C'est 2 choses différentes en fait, c'est parce que il y a une espèce de mélange de genres. L'état de l'église de Saint-Charles est un état aussi préoccupant, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas de commission de sécurité qui atteste de cet état préoccupant de l'église Saint-Charles. C'est juste des questions de conformité. Voilà. Et donc vous avez structurellement 2 églises qui ont le même âge, qui ont subi les affres du temps, avec une église Sainte-Anastasie, certes, de manière beaucoup plus visible, hein, puisque nous n'avons pas les plâtres à Saint-Charles. Hein. C'est une église en briques, et effectivement, l'humidité qui est également dans Saint-Charles est beaucoup moins visible que ce qu'on peut voir sur Sainte-Anastasie quand vous avez des plâtres qui tombent. Ça, c'est une évidence. Il n'en reste pas moins que c'est un sujet sur lequel on va devoir également travailler, avec moins d'empressement au niveau de la toiture, et ça, c'est un fait que l'église Sainte-Anastasie, mais ce sera aussi également des enjeux d'avenir, en tout cas, de préserver ces 2 édifices cultuels. Pas d'autres questions? Mais écoutez, vous êtes très sage. Je vous remercie. Passez une excellente soirée. Et je vous dis peut-être à bientôt. Hein. Au revoir et merci à toutes et tous derrière vos écrans.